Allez, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 octobre à la une de l'actualité. L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque terroriste ayant ciblé la société turque des industries aérospatiales et exprime à la Turquie, pays frère, peuple et gouvernement, sa pleine solidarité. Ouverture à Doha d'un forum économique algéro-qatari. Il regroupe des hommes d'affaires des deux pays dans le but de faire de la coopération bilatérale un partenariat stratégique. Une page investissement dans ce journal avec une usine de fabrication de biscuits à Bouj Bouarerij. Nous irons également à la rencontre d'un jeune qui s'installe en Algérie pour monter sa start-up bénéficiant des nombreux avantages de ce segment. À l'étranger, poursuite des expulsions des familles marocaines de leurs habitations au profit de familles juives. La population dénonce un grand remplacement qui vient accentuer la précarité sociale. Et l'on s'intéresse ce soir à la formule hébergement chez l'habitant, relancée depuis peu par le ministère du Tourisme. Plusieurs personnes ayant obtenu l'autorisation proposent déjà leur logement aux estivants et visiteurs. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, tout d'abord plutôt ce communiqué de la présidence de la République suite à l'attaque terroriste ayant ciblé la société turque des industries aérospatiales. L'Algérie condamne vigoureusement cette attaque criminelle et exprime à la République de Turquie, pays frère, peuple et gouvernement, sa pleine solidarité en ces circonstances difficiles. Le bilan provisoire de l'attentat est de 4 morts et 14 blessés, dont 3 graves. La réunion du gouvernement ce mercredi est présidée par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui, consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi organique relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, en vue de permettre à cette haute instance judiciaire de remplir au mieux son rôle dans le cadre de la révision des lois relatives au secteur. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives à la modernisation du système de gestion portuaire et à l'identification des mécanismes efficaces pour la création d'une autorité portuaire, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi portant code maritime. Puis le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret relatif à l'Office national du pèlerinage et de la Umrah, et ce afin de moderniser la gestion des activités de cet organisme. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement de la réforme du dispositif de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, l'ANAD, visant à améliorer son mode de fonctionnement et à promouvoir sa gouvernance. Un forum algéro-qatari s'est tenu ce mercredi à Doha. Il a regroupé des hommes d'affaires des deux pays en marge de l'exposition des produits algériens. Le but de renforcer les échanges commerciaux et la coopération bilatérale déjà fructueuse. Raouf Hamouche. Le forum d'affaires algéro-qatari tenu en marge de l'exposition des produits algériens marque un nouveau départ vers un partenariat stratégique étroit entre les deux pays dans plusieurs domaines. La présence des entreprises algériennes au Qatar et l'exposition de leurs produits permet de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. La présence de représentants qataris du secteur privé renforce également la complémentarité économique algéro-qatari. Cet événement est l'occasion d'explorer les nombreuses potentialités d'investissement et de partenariat. Cette exposition et ce forum ne sont que le début d'une longue liste d'événements similaires qui nous permettront d'augmenter le volume de nos échanges commerciaux. Les relations économiques algéro-qatari connaissent actuellement un bond qualitatif. L'Algérie tend aujourd'hui à doubler le volume des échanges commerciaux avec ce pays par rapport à ce qui était enregistré en 2023, soit 80 millions de dollars. Nous avons défini les priorités et tracé des objectifs communs afin d'orienter nos efforts vers des projets bien définis pouvant faire l'objet de partenariats ou redynamiser les échanges commerciaux entre nos deux pays. Tous ces axes ont été examinés et étudiés pour passer à la phase de l'exécution.
Le forum d'affaires algéro-qatari vise à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays et à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans différents secteurs en présentant des idées et des expériences et en renforçant la communication entre les investisseurs dans le cadre de rencontres bilatérales B2B. La production algérienne est diversifiée et peut satisfaire tous les goûts. Exemple avec ces biscuits fabriqués à Boudouariri. 3600 kg sortent chaque jour de l'unité. Une partie est destinée à l'exportation, nous apprend Saïda Mariouf dans ce reportage. Implantée sur 1,5 hectare dans la zone industrielle Mechta Fatima Boudouariri et créée en 2022, l'usine de production de biscuits tourne à plein régime avec 2 lignes de production fournissant des produits qui répondent aux attentes du consommateur et respectent les normes de l'hygiène industrielle. Sa capacité de production est de l'ordre de 3600 kg de biscuits par jour. On est versé dans la fabrication du biscuit, on varie à chaque fois notre produit, du biscuit sec à l'enrobé jusqu'au biscuit fourré avec différents arômes pour satisfaire le consommateur. Avec 50 employés au démarrage, aujourd'hui cette biscuiterie compte 250 travailleurs parmi les jeunes de la région. Je travaille ici depuis 2 années. J'ai intégré la biscuiterie par le biais de l'ANEM. J'aime mon travail ici. J'apprends tous les jours un peu plus. J'ai postulé dans une application de recrutement. J'ai commencé depuis 2 mois. J'occupe le poste ingénieur des méthodes et ordonnancement de maintenance. C'est beaucoup plus planifié et suivi les tâches de la maintenance, soit le curative et soit le préventive. Ensuite, la gestion des pièces de rechange et aussi la gestion des équipes. Une première expérience d'exportation concluante a permis à l'unité de prospecter d'autres marchés internationaux. On a exporté notre produit vers la Libye, c'était concluant. Aujourd'hui, on a des contacts avec d'autres partenaires des pays voisins et on cible particulièrement le marché africain pour de prochaines livraisons. La wilaya de Boudouariri, et de par son potentiel industriel, constitue un véritable pôle économique. Le secteur agroalimentaire joue dans ce sens un rôle crucial dans l'économie du pays, bénéficiant de diverses facilités à travers des mesures visant à stimuler son expansion. Le climat des affaires en Algérie attire de plus en plus de monde. Les start-up notamment bénéficient d'accompagnement et d'avantages certains. Illustration ce soir avec cet Algérien établi à l'étranger qui a décidé de se lancer dans l'aventure, s'installer dans le pays pour monter son affaire, enrichissant ainsi l'écosystème national. Yanis Saïd Belkacem l'a rencontré pour nous. À 39 ans, Raïbet Tahri a décidé de changer de vie après plusieurs années à l'étranger. Ce jeune entrepreneur a fait le pari de revenir en Algérie pour y lancer sa propre start-up spécialisée dans l'innovation médiatique. Très bien. Alors comme tu peux le voir, c'est des studios qui sont totalement rénovés. Comme tu peux le voir, on a équipé tous les studios avec des caméras Blackmagic 6K. Tu as la lumière qui est installée, tu as le son qui est géré et tu as une équipe qui gère absolument toute ta création. Donc tu es accompagné. Son retour s'inscrit dans une tendance croissante. L'Algérie, soucieuse de capter les talents de sa communauté algérienne à l'étranger, a mis en place un ministère dédié aux start-up. L'objectif, encourager la création d'entreprises innovantes et faire de la technologie un pilier de son développement économique. Très honnêtement, j'avais une vision de l'Algérie qui était assez erronée parce que, comme tu peux le savoir, on entendait beaucoup d'échos en disant que l'Algérie, il n'y avait rien à y faire. Et j'ai la chance d'avoir un père qui avait envie d'entreprendre en Algérie, qui m'a poussé à le faire. Et franchement, je le remercie tous les jours parce que quand je suis venu en Algérie, avant, je voyais l'Algérie comme un touriste, donc c'est-à-dire une semaine qahwa à la plage. Mais quand j'ai rencontré l'écosystème et les entrepreneurs en Algérie, ça m'a donné une pêche et une envie d'entreprendre en Algérie assez incroyable. Les initiatives de l'État se multiplient pour attirer les jeunes entrepreneurs. Nouvelle loi, facilitation des procédures administratives. Le gouvernement mise sur ces mesures pour dynamiser des secteurs clés comme la technologie, l'intelligence artificielle et les différents tissus d'industrie.
Donc on a fait notre dossier, donc ça nous donne des avantages quand même conséquents, notamment sur la fiscalité, sur l'accompagnement qu'on peut avoir grâce à l'ASF. Et ce que j'aime aussi en Algérie, c'est que j'ai découvert beaucoup d'entrepreneurs et aussi des personnes des autorités qui m'ont donné du temps et qui m'ont permis vraiment de calibrer le projet en fonction de l'écosystème. Donc je t'avoue que pour moi, ça a été vraiment un apprentissage énorme. Ça fait 9 mois que je suis là et j'ai appris énormément sur le terrain. Revenir en Algérie est pour Raïbed un pari sur l'avenir. Comme de nombreux jeunes Algériens résidant à l'étranger, ils souhaitent contribuer à la transformation économique du pays. Depuis que je suis en Algérie, je me sens bien. Donc l'avenir pour moi il se dessine facilement. J'ai la chance d'avoir une femme magnifique qui me suit dans tous mes projets. C'est mon associé même dans cette entreprise. Et on a pris la décision de s'installer en Algérie et de venir avec les enfants. Et tu vois, on a fait toutes les démarches. Ils sont inscrits à l'école pour l'année prochaine. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir être à 100% ici parce que je sens vraiment qu'il y a une dynamique et j'ai vraiment envie d'en faire partie. Raïbed, comme d'autres entrepreneurs de sa génération, pourrait bien être à l'origine d'une nouvelle dynamique économique, ouvrant de vastes perspectives pour l'Algérie. Leur engagement contribue non seulement à stimuler l'innovation, mais aussi à renforcer le développement économique du pays, offrant ainsi un avenir plus prometteur. Dans le cadre des journées et séminaires scientifiques de la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Béchir Souid, directeur central des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, a supervisé ce mercredi au niveau de l'École nationale de la santé militaire à Ain Nadja l'ouverture des travaux des 52e journées médico-chirurgicales de l'armée nationale populaire. Majda Jahmoun. Dans le cadre des journées et séminaires scientifiques de la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, le général-major Souid Mohamed Béchir, directeur central des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, a supervisé aujourd'hui, mercredi 23 octobre 2024, au niveau de l'École nationale de santé militaire à Ain Nadja, en première région militaire, l'ouverture des travaux des 52e journées médico-chirurgicales de l'armée nationale populaire, et ce, en présence d'officiers généraux, de directeurs d'unités, de médecins spécialisés, civils et militaires d'Algérie et de pays amis et frères, dont la Tunisie, la Mauritanie, l'Arabie saoudite et le Niger. Dans son allocution d'ouverture, le général-major Souid Mohamed Béchir, directeur central des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, a mis l'accent sur l'importance de ces journées médico-chirurgicales qui constituent une occasion pour l'échange d'expériences entre professeurs, chercheurs et médecins spécialisés relevant de différents services de santé nationaux et étrangers et d'élaborer des recommandations qui visent à améliorer le rendement et l'efficacité des médecins. Il convient de signaler que ces journées médico-chirurgicales, qui s'étalent sur 2 jours, évoqueront différents axes, à savoir le management de la qualité, la sécurité sanitaire, l'intelligence artificielle, le diagnostic et le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Elles connaîtront également l'organisation de tables rondes autour des cancers de l'appareil digestif et leur traitement, les traumatismes crâniens, les innovations thérapeutiques et technologiques pour les patients diabétiques en milieu professionnel, ainsi que la gouvernance des données sanitaires à l'ère du numérique. Dans le cadre des missions humanitaires de l'armée nationale populaire, on soutient aux services de santé publique dans la lutte contre certaines maladies, comme la malaria et la diphtérie. Dans les wilayas de Botch, Bedji Mourtal et en Ingezem, en 6e région militaire, une équipe médicale spécialisée relevant de la direction centrale des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale sillonne depuis le 12 octobre, sillonne plusieurs régions de ces wilayas frontalières. Manal Boutouapa, pardon. Une équipe médicale spécialisée relevant de la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale est en déplacement depuis le 12 octobre dernier dans différentes régions des wilayas de Borj Bedji Mourtar et Ingezem, 2 wilayas frontalières où les personnes infectées ont été immédiatement diagnostiquées et traitées. Les équipes ont également procédé à la vaccination du reste des habitants.
Une large campagne de sensibilisation au profit des habitants des villages reculés et des zones isolées a également été lancée. Ils ont été informés des risques et de la manière dont les maladies telles que la diphtérie et le paludisme se propagent et ont été appelés à limiter leurs déplacements vers les pays limitrophes où ces épidémies font rage, ainsi qu'à la nécessité d'effectuer des dépistages et de signaler immédiatement toute nouvelle contamination. Les habitants ont également été informés des mesures préventives et de l'obligation de s'y conformer en évitant notamment les piqûres d'insectes vecteurs de transmission. Dans ce cadre, tous les bassins d'eau stagnantes se trouvant dans la wilaya de Borj Beji Mokhtar ainsi que les lieux de prolifération des moustiques ont été éradiqués. Cette opération, toujours en cours, reflète l'engagement de l'armée nationale populaire à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels dans le but de soutenir le système national de santé et limiter la propagation de ce genre de maladie. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP. Le terroriste dénommé Walaladi Nosser s'est rendu aux autorités militaires de Borj Beji Mokhtar, en 6e région militaire, en sa possession un fusil semi-automatique de type Simonov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que des détachements de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 34 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 8 quintaux et 60 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 64 kg de cocaïne, 107 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamnaraset, Borj Beji Mokhtar, Insalah, Ingzdam et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 380 individus et saisi 44 véhicules, 188 groupes électrogènes, 124 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 17 autres individus ont été arrêtés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 14 fusils de chasse, un pistolet automatique, 30 200 litres de carburant ainsi que 3 quintaux de tabac et 202 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 332 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 551 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La cause sahraoui continue de remporter des victoires diplomatiques et juridiques. Les récentes décisions prises par la Commission de décolonisation de l'ONU et la Cour de justice de l'Union européenne en sont un parfait exemple. La légalité et la justesse de la cause ont été confirmées et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination réitéré. Horia Djarjar, Majda Jahmoun. En plus d'être un acquis et une nouvelle opportunité, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental est une réponse cinglante à la propagande de l'occupant marocain. Alors que le comité de décolonisation de l'Union européenne a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc concernant l'exploitation des ressources naturelles sahraouis. Une décision historique qui vient couronner une bataille juridique de plusieurs années. L'avocat du Front Polisario a rencontré le président de la République sahraoui pour lui présenter un rapport sur le parcours juridique devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a souligné les avancées majeures obtenues, notamment la consécration du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, sa souveraineté sur les ressources naturelles et la reconnaissance juridique du Front Polisario pour défendre ses droits devant les instances européennes. Le peuple a réussi à faire annuler 2 accords internationaux qui étaient conclus entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et qui ont permis de spolier les ressources naturelles sahraouies à grande échelle. Ces victoires sont des victoires historiques sans précédent dans l'histoire de la décolonisation.
est évidemment importante pour le peuple sahraoui, mais au-delà aussi, au plan de la contribution du droit des peuples en droit international. L'objet de la discussion aujourd'hui, c'était de présenter les grands acquis des arrêts et de dégager les perspectives, parce qu'il est évident que les arrêts de la Cour maintenant arment le peuple sahraoui pour la libération totale du territoire et mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles par l'occupant marocain. La cause sahraoui entre donc dans une nouvelle phase, fondée sur des bases solides pour tracer la voie vers l'indépendance et la liberté. Au Maroc, de vives critiques visent le projet de loi de finances 2025. On lui reproche l'absence de politique sociale et de favoriser une élite marocaine au détriment de la population. Cette dernière connaît des taux de chômage et de pauvreté sans précédent, nous dit Amal Barba. Au Maroc, de nombreux acteurs politiques montent au créneau, critiquant sévèrement le projet de loi de finances 2025, qui selon eux ne fait qu'aggraver la pauvreté dans le pays. Des formations politiques de l'opposition ont dénoncé ce texte, estimant qu'il s'inscrit dans la continuité des politiques néolibérales, favorisant une élite restreinte et accentuant les crises sociales et économiques. Pour ces partis, le gouvernement marocain semble ignorer délibérément les besoins des travailleurs et les revendications des groupes marginalisés, tandis que les lobbies de la corruption continuent d'épuiser les ressources de l'État dans l'impunité totale. Le projet de loi de finances 2025 n'a pas abordé les questions prioritaires comme celle de la corruption, qui est un véritable fléau, ni celle des conflits d'intérêts. Il faut dire que le gouvernement marocain continue de vendre des illusions au peuple avec des chiffres loin de la réalité. Dire que le taux de croissance est de 4,6% et que le taux d'inflation tourne autour de 2% est une véritable ineptie. Ces chiffres sont totalement faux. Les prix des produits de base se sont envolés et les conditions socio-économiques se sont dégradées. La situation est exacerbée par le taux d'endettement qui, d'après les prévisions du PLF, devrait atteindre en 2026 65%, alors qu'il avoisine actuellement les 70%. Ni les indicateurs ni les priorités du gouvernement ne correspondent aux attentes des Marocains. Les partis politiques de l'opposition accusent le gouvernement Arnouch de contredire de manière flagrante le slogan de l'État social, tandis que la corruption perdure au sein des institutions étatiques et que le détournement des ressources continue, laissant pour compte les forces vives. Le projet de loi de finances 2025 ne propose aucune solution concrète à la crise économique et sociale profonde que traverse le pays. Le gouvernement d'Arnouch ne dispose d'aucun plan réel pour réduire les disparités sociales et territoriales. Le PLF ne comporte aucune mesure concrète au profit de la jeunesse marocaine désespérée, ni pour réduire le taux de chômage qui dépasse les 13,7% sans aucun programme clair de création d'emplois ou de formation ne soit mis en place. Le PLF aurait dû répondre à tous ces enjeux, en particulier le chômage qui pousse les jeunes à fuir le pays. Le grand slogan de l'État social que le gouvernement a adopté comme devise n'est qu'une coquille vide, bien loin de la réalité. Le projet de loi de finances 2025 s'inscrit dans la même logique que les lois de finances précédentes, sans véritable mesure concrète pour la lutte contre le chômage, la flambée des prix, l'intégration de l'économie informelle ou encore la souveraineté alimentaire. Nous constatons que le Maroc importe beaucoup de produits qui étaient produits ici auparavant, comme l'huile d'olive, les céréales et les viandes. Et la question de la protection sociale des citoyens n'a pas été abordée. Les partis de l'opposition tirent à boulet rouge sur le PLF 2025 qui, selon eux, ne fera qu'enfoncer le peuple marocain dans la crise économique et sociale croissante, entraînant une montée de la grogne populaire et des mouvements de protestation. Poursuite des expulsions de familles, de milliers de familles marocaines de leurs habitations au profit de familles juives. La grogne populaire augmente et dénonce un grand remplacement et qui vient accentuer la précarité sociale, rongeant une importante partie de la population. Là,
Économie en berne, chômage massif, inflation galopante, corruption à tous les niveaux, autant de mots endémiques qui attisent la colère du peuple, lequel n'hésite pas à l'exprimer, faisant face à une répression féroce de la part des forces de l'ordre, mais sans pour autant perdre courage. Le désespoir ressenti par la jeunesse marocaine qui vit dans une misère noire, sans entrevoir le bout du tunnel est criant, car aujourd'hui, la population reste la seule et unique victime des problèmes socio-économiques dans lesquels le Marzen a embourbé le pays sur fond de crise de succession. Le chômage et la précarité sociale continuent de nous ranger. Il n'y a rien ici. Nous manquons de tout. Pas d'hôpitaux, pas de routes, pas d'écoles. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche. Comme vous le voyez, des familles entières sont dans une pauvreté extrême. Ayez pitié de nous. La vie est de plus en plus chère au Maroc. La hausse des prix a touché tous les produits sans exception, à commencer par les denrées alimentaires de base. Comment le Marzen peut-il avoir de la compassion alors qu'il chasse ses propres administrés de leur maison par la force? Aujourd'hui, des milliers de familles marocaines sont menacées d'expulsion de leur logement, qui seront par la suite remplacés par des familles sionistes. Cela fait 80 ans que nous habitons ici. Voilà l'acte de propriété. Aujourd'hui, nos propres responsables veulent nous expulser dans nos terres pour les donner aux familles sionistes. Mais ce n'est pas tout. Alors que le peuple marocain est de plus en plus plongé dans la misère et la précarité, le Marzen, dirigé par les sionistes, surprend une énième fois les Marocains en dévoilant le projet d'une liste d'octroi de la nationalité marocaine au profit d'enfants et petits-enfants de juifs d'origine marocaine vivant en Palestine occupée par l'entité sioniste. Les bombardements sionistes continuent de ravager Gaza. 70 Palestiniens ont été tués dans 5 massacres perpétrés ces dernières 24 heures dans l'enclave le blocus sur le nord de Gaza également, où 400 000 Palestiniens ne reçoivent pas de nourriture depuis des semaines. Et alors que les États-Unis estiment qu'il est temps de mettre fin à la guerre, l'occupant israélien fait savoir que ses troupes sont prêtes pour encore plusieurs mois d'offensive à Gaza. Et dans le sud du Liban, de nombreuses familles ont fui Tyr, visées ce mercredi par des frappes sionistes. La ville côtière compte 14 500 habitants. Les bombardements ciblent également d'autres villages de la région et la banlieue sud de la capitale Beyrouth. Plus d'1 million de personnes ont dû se déplacer vers le nord du pays. Retour en Algérie où l'on s'intéresse à la formule hébergement chez l'habitant relancée depuis peu par le ministère du Tourisme. Plusieurs personnes ayant obtenu l'autorisation proposent déjà leur logement aux estivants et visiteurs. Une aubaine pour les propriétaires et un soutien aux structures du secteur. Reportage de Walid Yousfi. Devenir un acteur du tourisme à travers la formule d'hébergement chez l'habitant, c'est l'objectif de Rostom qui depuis quelque temps possède une autorisation d'exploitation lui permettant de louer sa maison pour une courte durée à des touristes locaux ou étrangers. Un revenu supplémentaire non négligeable, notamment pendant la période estivale. Nous avons eu l'autorisation au mois de juin passé. Nous pouvons accueillir jusqu'à 15 personnes. Grâce à cette formule d'hébergement, nous pouvons louer notre maison à des touristes locaux ou étrangers dans un cadre légal. Pour nous, c'est une aubaine. Nous avons déjà fixé les prix. Pendant la haute saison, ça sera 8 000 dinars la nuit et à partir de 4 000 dinars durant la saison hivernale. À Alger, ils sont pas moins de 8 propriétaires à posséder ce type d'autorisation d'exploitation. Avant d'arriver à cette étape, une enquête minutieuse est engagée par différents services. Le bien immobilier doit lui aussi passer par un contrôle rigoureux pour vérifier s'il répond aux normes de sécurité. La commission donc, elle va procéder à une sortie, c'est-à-dire sur les lieux, pour voir les déclarations du citoyen. Est-ce qu'il est conforme à cette maison? L'avantage, c'est d'augmenter la capacité d'hébergement parce que, à titre d'exemple, c'est-à-dire au niveau, il y a des communes, par exemple, qui reçoivent c'est-à-dire un nombre important de visiteurs ou bien de touristes, etc. La capacité d'hébergement, elle est un petit peu faible. Donc, automatiquement, l'État, il a fait, c'est-à-dire on passe avec cette formule, on va essayer d'augmenter la capacité d'hébergement. Au moins 25 demandes d'autorisation d'exploitation sont toujours en cours de validation dans la wilaya d'Alger.
La formule de l'hébergement chez l'habitant peut apporter un véritable soutien aux structures d'hébergement du secteur du tourisme durant la haute saison touristique et les grands événements. Le premier responsable du secteur a annoncé que des mesures d'encouragement à cette formule seront accordées et que cette activité devra être imposable. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal J.